Nous sommes de retour et nous étions en train d'évoquer la Centrafrique avec l'accord de paix de Bangui qui est dans la tourmente. Alors, Ali Legrand, est-ce qu'aujourd'hui, les problèmes que rencontre la Centrafrique, notamment au niveau de la formation du gouvernement, ce n'est pas justement parce que tous ces sujets n'ont pas été discutés à Khartoum pour qu'on sache qui prend quoi dans le gouvernement? Oui, c'est pour cela tantôt je disais on dirait qu'il y a eu un peu un mauvais boulot qui a été joué en amont. Parce que pour de telles situations, lorsqu'un gouvernement sort à la suite d'un accord comme ça veut dire que tous les dés sont déjà conclus en amont. Mais dans le cas d'espèce, on a l'impression que rien n'a été fait en amont, si bien que c'est après maintenant la formation de ce gouvernement que les gens se voient devant le fait accompli. Bon, tu portes à croire quand même que ce pays très riche, vous savez, c'est aussi la géopolitique, les grandes puissances, ils font leurs calculs, ils n'ont pas peut-être intérêt à ce que la crise s'arrête là, et donc il faut tirer les ficelles partout, chacun a son groupe, ils en ont créé partout, et donc quelque part, ça n'a pas été réglé en amont. Les questions n'ont pas été réglées en amont. Autrement, au niveau de l'armée, des groupes armés, on aurait fait en sorte que les gens soient entendus, de sorte que quels sont ceux-là qui iront au gouvernement. Ça, c'est des trucs qui devaient être dit d'avance et en coulisses. Les gens se seraient donnés volontaires et accepter, en tout cas, quitte à certains d'accepter certains avantages en coulisses, puisque tout le monde ne peut pas être au gouvernement. Déjà, 36 membres, c'est grand. Encore que c'est un gouvernement à l'issue de la crise, en tout cas pour mettre fin à la crise. Donc, quelque part, je crois que politiquement, les grandes puissances n'ont pas aidé ce pays-là à sortir de l'affaire. Oui. Il y a aussi le fait que, Adam, le président Faustin Archange Touadéra lui-même ne va pas vouloir totalement perdre la face dans cette affaire de formation du gouvernement en concédant tout aux groupes armés. Oui, tout à fait. Parce que lorsque vous évoquez tout à l'heure en disant que si la question n'était pas donc abordée à Khartoum, moi je dis non, pour la plupart du temps, lorsqu'on va à ces genres de rencontres, c'est vrai que c'est une question qui est abordée. Mais de l'autre côté aussi, vous savez, ceux qui sont là et jouent un peu, disons, à la facilitation, ont tendance à vouloir, disons, laisser libre cours à la population elle-même, au groupe armé, de pouvoir se concerter à l'interne et de dégager les grandes lignes qui pourraient consolider en réalité les points, les positions, les points de vue. Mais ici, en réalité, la concertation à l'interne, ça va être très compliqué parce que vous avez des groupes armés qui ne sont pas de la même obédience religieuse, qui n'ont peut-être pas les mêmes revendications, qui ne contrôlent pas les mêmes parties du territoire. Chacun a des intérêts divergents aussi. Oui, tout à fait. C'est pourquoi je disais, bon, j'allais en venir pour dire que en réalité, c'est vrai que les groupes armés vont vouloir naturellement avoir des portefeuilles qui puissent leur être favorables, histoire de pouvoir tenir toujours la drague haute à l'interne. Parce que quelque part, vous savez, lorsque ces groupes armés-là se démarquent, c'est toute une population, c'est tous des obédients derrière. Et par-delà tout, il n'appartient pas forcément aux groupes d'armées seuls, comme les représentants, de pouvoir prendre certaines décisions. Cela risque de les altérer en amont. Ce qui fait que réellement, Archange est dans l'obligation quand même de conserver, disons, un pas important des portefeuilles qui puissent lui permettre d'être toujours au-dessus de la mêlée pour commander en réalité le pays. Parce que, quoi qu'on dise aujourd'hui, il est le président de la République et il va de soi qu'il puisse conserver un certain nombre de portefeuilles qui ne sont pas autorisés aujourd'hui à donner, par exemple, disons, aux groupes armés. Parce que lorsque vous voyez un gouvernement de 36 membres, vous voyez un peu le sphère internationale qui se tend à réduire réellement, disons, les portefeuilles ministériels pour pouvoir tenir à la crise qui est aujourd'hui partout dans le monde. Et aujourd'hui, on va jusqu'à 36 membres. Ça voudrait dire qu'il y a forcément des portefeuilles qui sont vides où on vous les octroie seulement pour, disons, vous avez des portefeuilles ministériels, mais vous ne commandez en rien. Je pense que ce sont ces portefeuilles-là, pour la plupart du temps, qui vont être concédés à ces groupes armés. Et naturellement, les gens ne seront pas d'accord. Et cela a toujours des facettes, disons, des référents qui risquent de corser davantage des positions et qu'on ne puisse pas véritablement arriver donc à sortir de la tête de cette crise-là. Je crois même que c'est un faux débat, parce que quand on parle des portefeuilles régaliens, nulle part dans le monde, on ne va pas quand même aller concéder des portefeuilles régaliens, le ministère de l'économie, le ministère de la défense, à des groupes armés. Quand même, nulle part, ça ne se passe pas comme ça. Mais sauf qu'en coulisses,
C'est pourquoi je dis que quelque part, le travail est très mal fait en amont. C'est très très mal fait parce qu'on ne peut pas dire qu'on forme un gouvernement à la suite d'une discussion, d'un accord et qu'après qu'il y ait toujours de cette bagaille-là. C'est pas sérieux. Ça veut dire qu'il y a quelque chose vraiment qui ne va pas. David? Non, je suis parfaitement d'accord avec mon confrère parce que dans une situation de crise, il est très dangereux au pouvoir en place de confier certains portefeuilles ministériels à ses adversaires politiques. C'est d'abord illusoire de la part de ces groupes armés de réclamer ces portefeuilles. Nulle part au monde, je ne pense pas que... il y a 5 portefeuilles très importants dans un gouvernement, la défense, les affaires étrangères, l'économie, l'intérieur, etc. C'est des portefeuilles très sensibles et je ne vois pas Archange Touadéra remettre dans les mains de ces rebelles ces portefeuilles, soi-disant, parce qu'il y a eu un accord qui a été signé. Non, je pense que sur la base du dialogue à Khartoum, les groupes armés étaient déjà informés de ce qu'il va en sortir. Aujourd'hui, c'est une question d'intérêt. Personne ne les a forcés à aller à ces pourparlers. S'ils sont allés, c'est parce qu'ils ont placé en avant l'intérêt de la Centrafrique et non les leurs. Mais au retour de ce dialogue, on sent très tôt les désaccords politiques qui ont été avancés par ces groupes armés. Je pense que ce pays a encore pour très longtemps avant de retrouver la paix, si tant est que ces groupes armés continuent toujours pas à sévir dans ce pays. Est-ce qu'on peut, Ali, s'attendre aussi à ce que si des groupes armés se désolidarisent de l'accord et veulent reprendre les armes, qu'il y ait le fouet dans une autre main? En tout cas, actuellement, à voir la configuration du pays, là, je pense que tout peut arriver. Tout peut arriver. Parce que quand vous les écoutez, vous sentez que les gens ne sont pas du tout d'accord de ce qui est sorti de cet accord-là comme gouvernement. Donc, quelque part, il faudrait s'attendre au pire. Moi, je suis allé jusqu'à dire que on risque vraiment de reculer loin, d'aller très loin. Rien n'est fait. Rien n'est fait. Parce que, bon... Mais il n'y a pas de sanctions qui peuvent dissuader ces groupes armés de faire marche arrière. C'est aussi un peu ça. Non, je ne le crois pas trop, parce que le porte-parole du gouvernement disait, même ce matin, qu'il y a des mesures qui sont prises en cas de mécontentement d'un responsable quelconque, et donc qui sont toujours dans les discussions, et que tout piétine tout simplement au niveau du chef rebelle de l'Est-Sénéka, le sieur Abdoulaye Hissène, et que tout compte fait, ils feront tout pour ramener les gens à la raison. C'est pour dire quelque part que il n'y a pas, des mesures de sanctions formelles. Ça, c'est certain. Des mesures de sanctions formelles, je n'y crois pas. Mais ça veut quand même dire, s'il n'y a pas de sanctions, c'est que les groupes armés font toujours la loi. Non, pour qu'on en arrive d'abord à la sanction, il faudrait quand même qu'on ait une situation beaucoup plus renforcée. Parce qu'il faut une situation beaucoup plus évolutive pour arriver à ces sanctions-là. Parce que tout de suite, lorsqu'on essaie un peu de mettre les gens sur la même table et de pouvoir les dissuader à aller, disons, à la cohésion et à la paix, vous ne pourrez pas à côté en même temps montrer le fouet. Je pense qu'il faut la dynamique d'ensemble puisse prendre. Et par-delà tout, c'est ensemble que vous allez quand même devoir dessiner certaines lignes qui puissent donc arriver aux sanctions tout de suite. Lorsque je pense que le gouvernement va, disons, sortir cet aspect de la chose, ça va être récupéré par les groupes armés comme étant, disons, des mesures qui ne permettent pas donc de renforcer de cette cohésion-là à long terme, disons, dans la durée. Donc, ce qui fait que je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas à l'ordre du jour. Et il faut d'ailleurs même l'écarter d'abord et puis ramener tout le monde pour qu'on ait une position consensuelle sur la position, surtout la paix. Et après, lorsqu'on aura quand même... Là, ça voudrait dire que le gouvernement aura acquis un certain nombre de groupes d'armées à sa cause, parce qu'ils vont adhérer à sa position, ce qui ferait que ça va fragiliser d'autres coups qui risqueraient donc de sortir dans le meilleur d'ensemble. Nous allons passer au second sujet, c'est l'Algérie. Des centaines de personnes ont manifesté dans le pays dans la nuit de dimanche, également lundi, pour protester contre la candidature de Abdelaziz Bouteflika pour un cinquième mandat que le président algérien s'est engagé à abréger s'il était élu. Abdelaziz Bouteflika a fait lire un message à la télévision. Il promet, en cas de victoire, de faire des élections présidentielles anticipées auxquelles il ne serait plus candidat. Ali Legrand, on est dans quel monde là?
Je pense qu'avec M. Bouteflika, il innove tout. Parce que pour quel intérêt finalement veut être président si on ne veut pas assumer son mandat jusqu'à la fin? Probablement qu'il sait quelque part qu'il n'est plus il n'est plus d'actualité. Il n'est plus d'actualité. Et avoir un peu les manifestations qui fusent de partout, parce que depuis hier, avec l'étude des dossiers pour les candidatures, vous avez vu un peu le pays, tout le monde, les étudiants d'abord, qui sont sortis, la société civile, avec le mouvement des enseignants d'ailleurs, qui s'en est rajouté ce matin. Et je crois quand même que si tout va bien, ce serait vraiment un grand plaisir que les Algériens puissent arrêter cet homme de 82 ans qui s'amuse un peu trop avec les populations. Parce que là, à 82 ans, il est très fatigué, il est seulement dans les hôpitaux. Bon, on se demande concrètement qu'est-ce qu'il veut. Certainement qu'il a envie, il n'a pas envie d'être appelé ancien président. Il a envie d'être au pouvoir jusqu'à la fin de ses jours. Parce que quand on vous dit que je suis prêt, j'ai envie d'abréger mon mandat, d'organiser les élections auxquelles je ne serai pas candidat. Donc il faut comprendre que ce monsieur n'a pas du tout envie d'aller se reposer et passer ses derniers jours dans son bunker, d'être toujours président à vie. Donc je pense qu'il est dans cette logique-là. Mais sauf que le souhait, c'est que les mouvements puissent s'accentuer pour parvenir à bout de cette décision-là qui fait quand même un peu mal à l'Afrique. David, la réponse de Bouteflika, elle est... Bon, c'est vrai, on l'a vu, elle n'a pas calmé les Algériens. C'est à juste titre? Non, la seule chose à laquelle s'attendent les Algériens, c'est de faire partir Bouteflika aujourd'hui. Un printemps arabe à l'algérienne, c'est ça? Oui, à l'allure où les choses vont, si on ne fait pas attention, ça risque de basculer dans la violence. Mais l'armée a réagi ce matin en disant qu'elle ne laisserait pas le pays être déstabilisé. Mais le pays est déjà déstabilisé. On a un président qu'on ne voit jamais. Déjà, le seul fait de faire lire ce message, cette lettre, par quelqu'un d'autre aux Algériens, c'est une insulte. Je signale aussi que la journaliste qui a lu le message a démissionné tout de suite après, parce qu'elle a estimé que ce n'était pas normal qu'elle soit en plein direct et qu'on lui amène un message. Manu Militari à lire. Voilà, ça veut dire que les Algériens ont un président qui ne voit jamais, un président qui n'est pas là. C'est quand même assez aberrant qu'un chef d'État qui a dirigé ce pays pendant 20 années et qui estime être amoureux de son pays continue par faire souffrir son pays de la sorte. La loi algérienne a défini que chaque candidat fasse l'effort de venir déposer soi-même son dossier de candidature, mais quand il s'était agi de Bouteflika, c'est quelqu'un d'autre qui allait déposer. Et très tôt, quelques heures après, cet article a été enlevé du site internet de la Cour constitutionnelle qui dirige ce pays, qui est l'instance suprême qui valide les résultats. Aujourd'hui, c'est le monde entier qui se moque de ce monsieur-là. Parce que déjà, avec le poids de l'âge, en plus le poids de la maladie, qu'il tente de résister, qu'il veuille s'imposer aux Algériens, je pense quand même que quelque part, il se fait plus de mal que de bien. Lorsqu'il dit qu'il s'engage à faire organiser des élections anticipées, c'est une aberration. Autant le faire en même temps. Quel est l'intérêt qu'il aura à rester au pouvoir un an après sa prochaine élection et après demander à organiser d'autres élections? C'est parce que il veut quoi? Il veut continuer par diriger l'Algérie jusqu'à toutes ces années. Et aujourd'hui, si au moins le président était visible, si les Algériens avaient la chance de parler avec le président, de le rencontrer, la tension aurait été moins. Le problème, ce qui énerve, ce qui fait basculer, ce qui fait sortir les Algériens aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont un président qui n'existe pas. On ne sait pas si c'est lui qui dirige le pays, si c'est l'armée qui dirige ce pays, si c'est ses proches qui dirigent ce pays. On parle de son frère qui est tapis dans l'ombre et qui dirige le pays. Aujourd'hui, les Algériens ont besoin d'avoir un président qui est à leur écoute, qui est prêt à sécuriser le pays, qui est prêt à
à réaliser les projets, les promesses qu'il a faites. Mais aujourd'hui, Bouteflika n'est pas cet homme. Et donc, ces Algériens s'estiment aujourd'hui prisonniers de la gestion du pouvoir par cet homme mourant qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, se fait plus de mal que de bien en cherchant à se maintenir encore. Adam, est-ce que vous pensez d'abord que le message de Bouteflika, c'est pensé par lui-même ou c'est la réponse du système à l'heure actuelle simplement? Vous savez, c'est une analyse que moi j'appréhende sur plusieurs angles. D'abord, lorsque vous prenez l'âge du monsieur et son physique, ça donne tout de suite raison à ceux qui pensent qu'il ne dirige pas réellement le pays par lui-même. Donc, pour venir donc à votre question. Mais l'autre aspect de la chose, c'est que lorsque, disons, il y a eu cette explosion populaire tout de suite après sa candidature qui a fait donc un torse d'armes. Bien avant et oui, il y avait, après parce que c'était 23 heures la nuit, lorsque vous voyez un mouvement spontané comme ça, 23 heures de la nuit, la population a appris tout de suite qu'on a déposé la candidature. Parce que en amont, disons, les réactions populaires ou bien la sortie massive de la population, le but c'était quand même pour faire entorse, disons, à cette candidature-là. Et donc la quasi-majorité de la population algérienne avait cru qu'avec cette mobilisation et ces appels de l'étranger de nulle part, voudrait dire que réellement Bouteflika et disons son alentour allaient écouter le cri d'alarme de la population et ne pas faire de suite preuve de candidature. Mais malheureusement, ils ont insisté, ils ont fait plus de candidatures. On a vu ce qui est advenu à 23 heures de la nuit. Mais l'autre question est de savoir que, parce qu'aujourd'hui, si il y a eu une réaction, du moins, peu importe d'où elle vienne, parce que ce soit, disons, de l'armée, de l'alentour du président, tout compte fait, ce qui voudrait dire quand même que, quelque part, il y a eu, disons, cet alentour, cette minorité autour du président qui a quand même voulu donner une réponse, même si cette réponse-là ne satisfait pas tout de suite aux attentes de la population, quelque part, ça voudrait dire que ça avance et ça peut aller. Mais de l'autre côté, aujourd'hui, c'est que réellement, il faudrait que ce soit l'armée qui dirige aujourd'hui le pays ou la minorité qui l'entoure, que ce soit son petit frère qui est tapis dans l'ombre et qui aujourd'hui crie de partout. Je pense qu'aujourd'hui, il est temps qu'ils puissent quand même entendre le cri d'alerte de la population et puissent faire disons, un retour. Parce que ça ne servira à rien pour qu'on puisse briguer un second mandat. Parce que lorsqu'il dit, s'il est réélu, il sait pertinemment, parce qu'aujourd'hui, les faits nous donnent raison quand même avec les présidentielles que nous avions eues dans la sous-région, qu'il n'y a aucun président qui organise les élections et les perd. Donc il sait qui passera à tout prix. À quoi bon de vouloir passer, réorganiser des élections? D'abord, c'est des pertes d'argent et tout. Donc ça ne favorise. Je pense qu'ils tiennent le bout parce qu'aujourd'hui, ça voudrait dire qu'ils ne veulent pas que le président quitte sous la pression populaire. Du moins, ils voudraient quand même que ce soit le président même qui prenne les initiatives pour quitter ce pouvoir-là. Mais je pense que dans une démocratie, surtout dans ces pays qui ont fait preuve d'une certaine, disons, crédibilité par le passé, ils ne puissent pas tomber aussi bas que ça. Justement, il y a ce point qu'évoquait Adam Adjorno, Ali Le Grand, c'est que Abdelaziz Bouteflika, historiquement, on peut dire en Algérie, c'est l'un des monuments qui reste de la lutte pour l'indépendance. Et aujourd'hui, si on laisse facilement la rue venir à bout de cet homme, c'est une quasi-honte qu'on lui inflige ainsi. Oui, mais je crois qu'il s'est infligé la honte lui-même. Il s'est infligé la honte. Lorsque vous êtes une personnalité de cette taille-là, il faut se retirer en temps opportun. Il est resté au pouvoir pendant 20 ans. Je crois quand même que c'est beaucoup et à 82 ans. Et à voir son physique aujourd'hui. Lorsque vous voyez ne serait-ce que la photo de la personne, c'est quand même triste qu'une telle personne soit quand même au-devant des milliers, des centaines de millions d'âmes quand même. C'est pour dire quelque part qu'au jour d'aujourd'hui, quelqu'un l'a dit, un confrère l'a dit sur le plateau, il se fait plus de mal. Personne n'infligerait cette honte à M. Bouteflika parce qu'il va falloir quelque part qu'il comprenne que le pouvoir, il ne va quand même pas rester là jusqu'à cette dernière seconde de vie sur cette terre. Moi, je crois quand même quand la personne fait une telle déclaration, c'est dire quelque part que pendant ces nombres d'années qu'il aura encore, si jamais il est réélu, pour dire peut-être qu'en cours de mandat, il va perdre sa vie. Et donc, c'est pour dire qu'il ne veut jamais se faire appeler ancien président. Moi, je pense que quand même, c'est quelque part dans cette configuration. Maintenant, je ne sais pas
si il y a, enfin, il craint quelque part que la justice pouvait quand même revenir par rapport au truc de corruption. Je ne pense pas. Il y a des gens tout simplement par rapport à l'honneur. La famille Bouteflika, il sera toujours au pouvoir jusqu'à la fin de ces derniers jours. C'est dans cette logique. Ne pensez jamais, cher ami, que les populations algériennes vont l'infliger un truc. Non. Moi, je souhaite, mon souhait aujourd'hui est que la société civile, toutes les congrégations religieuses, que les gens soient plus ou moins d'une manière soudée pour que ce monsieur puisse quand même, enfin, revoir sa copie et se retirer de la course. C'est très capital pour un pays comme ça, parce qu'on risque carrément que l'Afrique du Nord soit de nouveau embrasée avec ce qu'on est en train de voir revenir. Parce que moi, quand je vois déjà rien que la journée de lundi aujourd'hui, vous allez voir les campus sont totalement vides. Ils sont totalement vides. Et les enseignants aux côtés, aujourd'hui, dans la journée de ce mardi, aux côtés de ces étudiants, ça fait pitié. Je comprends tout de suite que non, il y a vraiment la population qui n'est pas du tout d'accord avec cette politique. Donc, quelque part, il faut que le vieux puisse se retirer de cette situation-là qui n'a que trop duré. Alors, David, on sait aussi qu'en Algérie, le pouvoir est éminemment militaire et la réaction des militaires aujourd'hui montre qu'ils ne sont pas prêts à lâcher Bouteflika aussi. Oui, c'est un peu ça aussi le problème, parce que l'entourage de Bouteflika est essentiellement composé de généraux qui lui ont qui ont fait allégeance à son pouvoir et qui sont prêts aujourd'hui à défendre ce pouvoir corps et âme. Il faudrait que le message de la population puisse parvenir à cet entourage afin que la décision la plus difficile puisse être prise concernant l'entêtement de Bouteflika à s'accrocher au pouvoir. Beaucoup d'Algériens estiment d'abord que le président n'est plus vivant, parce que ça fait très longtemps qu'ils ne l'ont plus vu. Sur une sortie publique, tout se fait par l'intermédiaire de quelqu'un, et donc ils ont besoin de rencontrer, de voir le président, ils n'arrivent pas à le voir. Et l'armée a fait tout pour maintenir tout le secret autour de sa vie ou de sa mort. Aujourd'hui, si vous arrivez en Algérie, personne n'est capable de vous dire si le président est vivant ou pas. Et donc cette armée a l'obligation de continuer à le forcer à rester au pouvoir. Pourquoi? Parce que derrière, il y a des intérêts, beaucoup d'intérêts, des avantages et des intérêts que les gens doivent protéger. Voilà, que cette garde rapprochée tire de la présence de la présidence de Bouteflika, et donc il ne voudrait véritablement pas accepter de perdre tous ces avantages. Le problème aujourd'hui au sein de sa formation politique, c'est l'interrogation que se posent beaucoup d'observateurs. Est-ce qu'au sein de la formation politique de Bouteflika, il n'y a personne d'autre qui puisse valablement le remplacer et continuer sa politique qu'il avait proposée aux Algériens? Personne ne peut aujourd'hui lever le bout du doigt pour dire je suis capable d'assumer les fonctions si Bouteflika n'est pas là. Pourquoi? Parce que c'est un secret, c'est une question très sensible. Toute personne qui oserait défier l'autorité du président, même mourant, risquerait de se retrouver broyé, parce que aujourd'hui, l'armée préfère maintenir Bouteflika au pouvoir pour justement continuer par siphonner, par voler, par piller en toute impunité. Et justement, quand on voit la arme que déploie le système pour maintenir Bouteflika, on se dit c'est peut-être qu'il n'y a pas encore un dauphin. Non, ce n'est pas réellement ça. Vous savez, dans ce genre de régime, lorsque le numéro 1 lui-même ne prend pas la décision pour pouvoir faire un certain nombre de réformes et arriver donc à céder la main, c'est toujours difficile pour que, disons, même son alentour, les plus proches même, puissent prendre une décision de pouvoir lui damer le pion ou carrément de se présenter lors des échéances à venir sans pour autant que lui-même y prenne la décision. C'est toujours difficile. Ça, on l'a constaté dans plusieurs démocraties où nous avons des présidents qui tiennent les câbles, et c'est toujours comme ça. Mais l'autre aspect de la chose qui saute aussi au jeu, que je compte, est-ce que réellement il faut toujours se câbler sur cette formule du fait qu'un président n'organise pas les élections pour les perdre, pour ne pas vouloir quand même aller battre ce président-là dans les urnes? Je pense que non. Aujourd'hui, je pense que aujourd'hui, lorsque nous voyons un peu l'engouement, où nous voyons un peu l'effervescence et l'explosion populaire qui est autour de cette question du départ de Bouteflika, il va de soi que l'opposition puisse prendre des mesures assez courageuses pour amener les moyens. On est arrivé à la fin, on va marquer la pause, on revient après, le journal continue.